Dans cette hypersexualisation, il faut retenir l'idée qu'on habitue la population à accepter des stéréotypes sexuels et une image inappropriée du corps des femmes dans sa globalité. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver le mardi. Vous arabisez français maintenant. C'est vrai? Pourquoi le nardi? Je sais pas, avec une intonation. Enfin, le non, nardi, c'est Nadia El Bouga qui est là. C'est le plagiat. C'est ça, ouais, je plagie. Nadia El Bouga, sage-femme et sexologue clinicienne. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ceux qui vous écoutent, Nadia, ont le son, mais il y a la vidéo, on peut avoir l'image et le son. Tout à fait. Voilà. Et nous, sur le plateau, on a l'image, le son et la personne. Très bien. Pour plagier Faudil Benhamri qui réalise... C'est ce que j'allais dire, c'est copyrighté, attention. Voilà, votre plus grand fan. Bien, alors aujourd'hui nous avons invité Smaïl Awad. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors comment vous présentez de façon, on va dire, efficace, Smaïl? Moi, je suis Smaïl, j'ai 39 ans, je suis juriste de formation, essayiste depuis peu de temps, vu que j'ai un ouvrage à l'appui pour le démontrer. Et actuellement, je travaille dans la gestion de recouvrement. On va dire que j'ai fait plusieurs types de métiers différents, si j'ose dire. Je me suis essayé à plusieurs tâches. Mais très simplement, je dirais que... j'essaie de me diversifier pour avoir un panel ou en tout cas un domaine d'intervention assez relativement élevé. Et aujourd'hui, donc, je me présente à vous pour expliciter, si j'ose dire, mon ouvrage. Voilà, et parler de votre premier livre. Alors pour un premier livre, vous avez pris un sujet qui détonne. Ça s'appelle Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale aux éditions du Panthéon. Alors hypersexualisation, c'est un terme nord-américain. Hein. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter, le traduire? Oui. Le plus justement possible, parce que... voilà. Il faut le rendre accessible le plus possible. En fait, l'idée, c'est que on est face à un phénomène d'hypersexualisation quand on donne un caractère sexuel à une situation, à un objet qui ne revêt pas de connotation sexuelle, si j'ose dire. Donc simplement le fait de passer par des vidéoclips, les magazines, les films, la mode, les médias, utiliser des stéréotypes à connotation sexuelle pour permettre, je sais pas, j'allais dire la mise en valeur du corps d'une personne qui n'a pas spécialement lieu d'être, mais qui vise en fait tout simplement à exagérer l'attribut sexuel pour la mettre en valeur. Et par exemple, vous avez l'idée que vous avez la publicité, c'est le cas le plus récurrent, qui va banaliser la sexualité, qui va refléter des stéréotypes sexuels à outrance, ou même utiliser le corps féminin d'une manière inappropriée pour aboutir justement à une représentation, j'allais dire, erronée de l'image de la femme. Le fameux pot de yaourt vendu avec une femme... Totalement. Et quand on utilise justement des images à consonance porno, entre guillemets, chic, ou j'allais dire, on utilise le caractère de la femme objet sexuellement attirante ou active pour mettre en valeur un produit ou un objet, ça rabaisse l'image qu'on peut avoir de la femme, parce qu'on utilise son corps comme un attribut sexuel, ou en tout cas on le raccroche à son magnétisme sexuel, et en fait la femme et la personne, souvent effectivement ce sont malheureusement des femmes qui sont mises en exergue dans ces cas-là, eh bien sont considérées comme de simples objets sexuels. Et quand on est un objet sexuel, justement, on a un champ, on est perçu d'une manière extrêmement limitée, et à partir de cela, vous êtes l'objet en fait de caractère assez dramatique, parce que vous êtes restreint à l'image de femmes objets, de femmes actives ou femmes tentatrices, tantôt séductrices, tantôt actives, mais toujours dans l'aspect de se dire que il faut utiliser des images qui soient, on va dire, d'apparence sexuellement choquante pour attirer l'attention d'autrui. Donc en fait, l'hypersexualisation, ce serait finalement une surenchère de la sexualité qui, en
envahirait en fait notre quotidien, l'espace public de façon générale. Oui, totalement, parce que dans cette hypersexualisation, il faut retenir l'idée que on habitue la population à accepter des stéréotypes sexuels et une image inappropriée du corps des femmes dans sa globalité, parce que malheureusement, il faut le dire, c'est quelque chose de très misogyne sur les bords, pourrait-on dire, parce que c'est le cas. Ça nuit fortement, encore faut-il le préciser, mais c'est tellement basique et banal qu'il faut le dire, à cette idée de l'égalité de l'image homme-femme. Certes, qu'on fait tout pour la promouvoir, mais à côté de cela, en banalisant ce côté-là, cette violence et tout ce que ça implique, faut croire que l'impact n'y est pas du tout. Et puis surtout, on est dans plus on accepte cette tendance, plus la tolérance au phénomène d'hypersexualisation devient grave et, j'allais dire, problématique pour toutes les personnes qui sont concernées. Alors justement, moi j'ai une question. Oui. Comme on parle très souvent de l'hypersexualisation féminine et beaucoup plus l'hypersexualisation des jeunes filles et des adolescentes, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'intéresse à cette question-là ? Oui. Donc l'homme que vous êtes, l'auteur que vous êtes. Parce que moi j'aime découvrir des sujets de société, j'aime approfondir des thématiques de société qui vont retenir mon attention et qui vont susciter en moi un certain envie d'assouvissement et surtout parce que c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que je me dis qu'il y a une surenchère qui fait du mal à beaucoup de gens. Tout le monde pâtit de cette situation-là. Hommes comme femmes. Hommes comme femmes, évidemment, et surtout quand on est dans une société où les caractères sexuels sont considérablement accrus de part et d'autre. Vous ne pouvez pas aboutir à une société qui soit, socialement évoluée ou aboutie, parce qu'il y aura toujours des lacunes que vous trouverez, à plein d'étapes différentes. Et moi, je me suis dit, j'ai des choses à dire, j'ai besoin de les exprimer, et c'est à partir de cela que je me suis dit, lance-toi, comme dirait l'autre. Celui qui n'essaie pas ne peut pas savoir si le projet peut aboutir ou pas. Et puis surtout, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond dans le sens où j'ai essayé d'aboutir à quelque chose d'accessible, j'espère le plus possible. Et je suis un homme profondément guidé par l'empathie, j'allais dire. Et donc, j'aime me mettre à la place de l'autre. Et cette idée, effectivement, de personnes qui sont surexposées face à des tendances qui, pour moi, peuvent être combattues facilement, d'où le titre « Prise de conscience globale ». Et mon objectif à moi, c'était de démontrer par A plus B qu'on peut y arriver et que si je peux apporter ma patte là-dessus, j'allais dire... ça revêt une certaine utilité sociale. Alors, je vous pose cette question, pourquoi ? Parce qu'effectivement, alors quand vous dites peut être combattu facilement, j'aime votre optimisme, mais voilà, même si je suis moi-même optimiste, je pense que ça ne sera pas aussi facile que ça, parce qu'en fait, à travers ce phénomène d'hypersexualisation, et vous le soulignez, alors vous ne nommez pas le système en question, mais on le lit à travers vos lignes. Il y a quand même le combat contre, on en a parlé la semaine dernière lors d'une émission précédente, il y a quand même 2 systèmes là-dedans que vous dénoncez et qui sont à l'origine de l'hypersexualisation, c'est et d'une... Alors, à midi 8, retenez bien l'heure. Vas-y, allez-y Nadia. Oh là là, alors oui voilà, parce que Philippe pense que je dois placer à chaque émission ces 2 termes. Parce que j'anticipe. Incroyable. J'anticipe, allez-y Nadia. C'est incroyable mais vrai. Ça s'appelle le mansplaining. Voilà, exactement. Manspreading. Voilà, moi et l'anglais, voilà, on fait 2, on se comprend très bien. Mais justement, c'est presque à mettre en relief parce que c'est et toc, voilà. Non, j'en ai 2. Maintenant, j'en ai 2 contre moi. Comme diraient les jeunes, et dans ta face. Voilà. Alors non, sérieusement, donc les 2 systèmes en question, c'est le système capitaliste, on va le développer, et le système patriarcal. Donc c'est intéressant de voir que donc c'est un homme qui relève les manches et qui prend à bras-le-corps ce sujet, qui touche principalement, en tout cas de façon plus prégnante, les femmes, les jeunes filles et les adolescentes. Donc, mais pas que quand même. Mais pas que, bien sûr. Mais pas que. Il l'a très bien dit. Oui. En fait, il y a des... Parce que moi je trouve que depuis quelques années, on déshabille les hommes pour vendre des Opel. Et je vois pas pourquoi. Je trouve qu'aujourd'hui, avant... Et ça vous choquait pas pour les femmes avant ?
Non, mais c'est-à-dire aujourd'hui, le système, il touche toute la société. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est élargi. À une grande différence près, quand même, permettez-moi, c'est que le corps de la femme est érotisé, sexualisé, hypersexualisé dans son intégralité. Or, voilà, on le voit bien, les hommes, on va plus axer sur des éléments parcellaires de leur corps. Donc, on ne va pas déshabiller un homme entièrement, on va plutôt le mettre torse nu et mettre en avant, pas n'importe quel torse, un torse bodybuildé, à outrance, huilé et bronzé. On est d'accord. Voilà, donc effectivement, l'hypersexualisation, elle touche pas que les femmes, mais elle touche principalement les femmes parce que donc le système capitaliste qui l'utilise à travers les publicités, les médias et voilà, et vous allez développer tout ça je pense de façon très précise. Il est quand même sous-tendu par un autre grand système qui est le système patriarcal, et moi je préfère utiliser le terme de système viriarcal qui est beaucoup plus approprié de nos jours, je trouve. C'est un terme que je reprends du très bon livre d'Olivia Gazalet que nous avons invité il y a quelques années, Le mythe de la virilité, où elle parle effectivement, le viriarcat, c'est cette exacerbation de la notion de virilité, donc c'est-à-dire que l'homme, dans toute sa puissance, son courage, sa vaillance, voilà, son côté fonceur déterminé, qu'on retire aux femmes, ou en tout cas quand elles ont ces attributs-là, ça devient des femmes qui font peur et qui sont du coup désexualisées. Oui, c'est non, c'est très bien dit. C'est très bien dit. J'ai pas grand-chose à redire. En tout cas, je suis d'accord avec le diagnostic. Non, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Alors, pour rebondir sur la fin, notamment en une phrase, par exemple, c'est vrai que on a toujours la question d'une hypersexualité à géométrie varia, parce que la femme est toujours montrée dans une posture de femme soumise, justement, notamment aux desiderata de l'autre, sur lesquels en fait on va assouvir en fait une forme d'image ou de représentation extrêmement faussée de la réalité, alors que pour l'homme en général c'est totalement vrai. On accentue toujours l'idée de la performance et de la virilité, mais de manière outrancière et de manière surtout inadaptée. Et oui, c'est vrai, sur cette question pour le coup du virilisme et du patriarcat qui va entre guillemets interagir avec tous ces éléments-là d'une manière assez brutale. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense sincèrement, après là c'est vraiment, j'allais dire, mon cœur de réflexion personnelle, on a besoin aujourd'hui de se dire que tout ce qui vise à une représentation faussée des comportements de nature sexuelle est de nature à induire toute la société en erreur. Quand vous comprenez ça et que vous dites qu'effectivement, si vous utilisez, et effectivement c'est vrai, surtout effectivement le capitalisme a besoin de ce type de représentation pour pouvoir fonctionner et d'avoir effectivement des gains de productivité à la marge, notamment en utilisant ces connotations et ces images-là. Mais on peut le faire autrement, et en le faisant autrement, et surtout en le faisant d'une manière en minorant, j'allais dire, l'impact notamment sur nos enfants et nos adolescents, et ben ça pourrait mieux se passer. Alors on parle d'hypersexualisation ce matin, c'est un problème complexe qui doit être abordé de manière globale, qui est assez mal défini. D'ailleurs, il y a peu d'écrits sur la question de l'hypersexualisation. On en parle ce matin avec Nadia El Bouga et notre invité qui s'appelle Smaïl Awad et qui publie Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale aux éditions du Panthéon. Et c'est important d'en parler et de bien comprendre le phénomène. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir de l'hypersexualisation gratuite, c'est-à-dire une hypersexualisation dans la société qui ne servirait pas à vendre quelque chose? Parce que moi, dans l'hypersexualisation, je comprends que finalement, c'est un moyen qu'on utilise pour vendre des produits.
Alors pas que. Donc je m'essaie à une réponse, si vous permettez. L'hypersexualisation, évidemment, va servir le système capitaliste pour vendre ses produits, parce que c'est quand même son objectif. C'est utiliser le sexe à des fins mercantiles. Voilà. Pour moi. Voilà. Ça c'est pour le pour le grand système. Maintenant, il faut savoir que effectivement, lorsque une jeune fille ou une jeune femme ou une femme entre dans ce cercle de l'hypersexualisation, il y a toujours sous-jacent cette idée de vendre quelque chose, parce que oui, on vend son image finalement quand on entre dans une hypersexualisation pour séduire l'autre, parce qu'il y a ce phénomène, autre phénomène. Alors, il est quelle heure? Notez l'heure, parce que je vais utiliser un autre terme. Attendez, parce que par contre, je ne l'ai pas anticipé, celui-là. Donc, je ne sais pas si c'est un terme à qui je dois donner une heure ou pas. Donc, c'est le fameux regard masculin, le male gaze. Il est nouveau, celui-là, le male gaze. Oui, pour celui-là, il y a beaucoup d'écrits. À partir de la semaine prochaine, voilà. on le timera. Alors, le male gaze, c'est en fait le regard masculin, notamment dans les œuvres artistiques, médiatiques, publicitaires, qui veut que justement on va réifier en fait l'image de la femme, hein. Ça va être la femme objet, d'ailleurs on le réifier. voit. On va objectiver en fait l'image de la femme. Donc du coup, oui, réifier, c'est rendre objet. Voilà. D'accord. Parce que le terme, il n'est pas super connu d'ailleurs. Donc, oui, excusez-moi. Ouais. Donc, en fait, objectiver tout simplement l'image de la femme, et à travers quel regard? À travers un regard masculin qui n'est pas neutre. Ce regard masculin, il est construit aussi dans l'autre système dont on a parlé, c'est le système patriarcal. Alors, c'est pas des gros mots que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous donner juste, c'est important de comprendre les structures, parce que si on veut, et je pense que ce sera le fruit de notre troisième partie, les solutions à tout ça, c'est quand même de comprendre les systèmes, parce que si on dénonce la publicité, on dénonce finalement les clips vidéo qui s'hypersexualisent, en fait, on ne parle que de la surface. Le rap, par exemple, qui sont un peu absentes de votre livre, je trouve, et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des icônes du hip-hop et du rap, qui jouent de leur hypersexualisation et qui sont des modèles pour des petites filles et des ados. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que nous avons, si on prend le domaine du hip-hop et du rap, effectivement, on voit bien, hein, les femmes sont utilisées dans les clips de rappeurs. Les femmes, leur rôle, il n'est pas glorieux. Hein. Elles sont mises au même plan que la bagnole, le dernier bolide qui est présenté dans le clip. Donc, et puis aussi, on a, alors c'est là où ça devient intéressant, des artistes aussi, donc des certaines rappeuses qui vont utiliser également leur corps et l'hypersexualisation comme élément. Alors n'oubliez pas qu'elles sont aussi dans un système capitaliste en fait, hein, elles sont là pour vendre leur musique, pour vendre leurs produits, pour vendre. Donc c'est une question, et certaines d'entre elles se disent féministes. Donc il est intéressant aussi de faire la part des choses en se disant, alors, quand on dénonce l'hypersexualisation, de ne pas dénoncer, de ne pas mélanger les combats, c'est-à-dire c'est pas parce que on va de façon féministe lutter pour le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent, à se présenter comme elles veulent, à se déterminer comme elles veulent, ce n'est pas combattre l'hypersexualisation. Attention. Il ne faut pas faire l'amalgame. On peut très bien être féministe et pouvoir prôner le droit à s'habiller comme on veut, à se présenter comme on veut et être une femme totalement indépendante, épanouie, et pour autant lutter contre l'hypersexualisation des femmes, des jeunes filles et des filles. C'est pas antinomique, parce que justement il peut y avoir un glissement très facile par rapport à ça, et notamment, comme je vous dis, quand on ne va pas creuser au fond du problème, c'est-à-dire aller déconstruire les systèmes qui sont à l'origine de ça. Je parlais du male gaze. Le male gaze, qui perdure toujours, hein, c'est finalement la vision que les hommes ont du corps de la femme, du rôle de la femme, de la représentation qu'a la femme. Ça perdure encore dans les œuvres artistiques, et ça perdure encore dans le quotidien des femmes. Ça, c'est une réalité, on ne se l'invente pas. Enfin, c'est quelque chose que vous décrivez. Alors, vous ne donnez pas ce terme-là dans votre livre, mais voilà, vous le pointez du doigt.
Oui, j'essaie de le pointer du doigt d'une façon qui se rapproche de ce que vous dites. Et c'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas trop développé à proprement parler la question de l'impact de la musique et la manière dont les stéréotypes de la musique influencent grandement l'hypersexualisation. Et les paroles aussi. Parce qu'on ne s'intéresse pas toujours aux paroles. Parfois, nos enfants chantent des chansons, mais quand tu leur demandes, tu comprends ce que tu chantes, tu sais ce que ça veut dire ? Tout à fait. Les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que ce qui est terrifiant aujourd'hui, à titre personnel, c'est vrai qu'on voit une incapacité, j'allais dire, globale à se saisir de problématiques essentielles. Ça veut dire que si on veut une société apaisée sur laquelle les mœurs des personnes peuvent se dérouler, j'allais dire, d'une manière sensiblement normale, sans qu'il y ait trop, j'allais dire, d'accro, de manière, on va dire, trop gênante ou quoi que ce soit. Déjà, on doit pouvoir parler, on doit pouvoir nommer les problèmes. Nommer le problème, c'est déjà être capable, j'allais dire, de l'appréhender et de le diagnostiquer. Et quand on nomme le problème de manière honnête et sincère, on doit être capable, effectivement, de le décortiquer pour aboutir à comprendre sa substance et savoir d'où vient-il. Et effectivement, ça n'impacte pas que l'élément financier, parce que malheureusement, quand vous êtes dans une société où justement on glorifie l'apparence de manière outrancière et que la souveraineté de l'apparence prend le pas sur beaucoup d'autres choses, pour le coup, ça veut dire que l'idée que votre corps est toujours mis en valeur par rapport au reste implique le fait que vous puissiez vous mettre en valeur d'une certaine façon. Et quand vous vous mettez en valeur d'une certaine façon, vous accentuez des stéréotypes qui de facto en fait prennent le pas sur le reste, c'est-à-dire effectivement cette question de la performance, de l'énergie, de la virilité chez l'homme et effectivement chez la femme même en occultant l'aspect purement mercantile ou financier, l'idée que la femme, beaucoup de femmes malheureusement intègrent l'idée que pour avoir une forme d'acceptation sociale dans la société, elles doivent avoir une apparence sexy et souvent quand en bout de chaîne, vous aboutissez effectivement à des comportements à caractère sexuel qui sont très inappropriés. Parce que plus vous sexualisez une personne, plus sa considération, j'allais dire, diminue et est fortement dommageable à tous les niveaux. Et moi, je pense sincèrement que il y a une responsabilité collective et grave parce qu'effectivement, malheureusement, on n'est pas dans une pente descendante, en tout cas dans une forme d'amélioration actuellement. Pour moi, on est dans une phase transitoire. Et l'idée, c'est de se dire que vous pouvez influer à la marge sur un phénomène si vous décidez, j'allais dire, de le résoudre, mais j'allais dire de le résoudre de manière sincère. C'est pour ça que j'essaie de prendre des exemples très simples pour ne pas, on va dire, embrouiller. Non, moi je voulais juste déjà pour qu'on explique aux gens quelles sont les conséquences donc de cette hypersexualisation sur nos enfants. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça a comme conséquence. Oui, justement, l'hypersexualisation sur les enfants, ça va. La conséquence première, c'est amener le développement de l'enfant d'une manière prématurée à son entre guillemets magnétisme sexuel ou à le pousser beaucoup trop rapidement vers l'âge adulte. Et en fait, plus vous êtes un enfant jeune mais qui est sexualisé de manière précoce, plus effectivement vous acceptez l'idée que il puisse être en relation avec une apparence sexuée ou sexuellement précoce, et vous tolérez cela parce que vous considérez que la société actuelle permet aux jeunes de s'informer beaucoup plus rapidement qu'aux époques précédentes, et donc aussi beaucoup d'adultes sont dans une forme de tolérance à ce niveau-là. Le risque, oui, c'est de squeezer le développement psychosexuel de l'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des étapes de construction et de découverte de l'enfant qui, pour le coup, sont complètement court-circuitées. Et on met cet enfant, en l'occurrence cette jeune fille, à une place qui n'est pas la sienne. Lorsque on a des filles de 7 ans à qui on propose de vendre des strings ou des soutiens-gorge rembourrés, on se dit oui, là il y a un problème. En fait, il y a un problème parce qu'à cet âge-là, déjà, il n'y a pas de développement mammaire pour avoir cette nécessité de vendre ce produit-là. Et en plus, ce produit, en règle générale, est présenté, façonné
comme celui des adultes, des femmes adultes. Donc, on crée en fait une ambiguïté au sein de la société, une ambiguïté tout d'abord chez cet enfant, puisque on a des comportements en fait qui ne correspondent pas. Finalement, un comportement extérieur qui ne correspond pas au développement psychosexuel, donc intérieur, de l'enfant en question. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que la petite fille modèle, c'est fini. C'est quoi la petite fille modèle ? Quand on appelle la petite fille modèle de la comtesse de Ségur. Oui, alors... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Qui était un autre stéréotype, mais c'est-à-dire que les enfants étaient des enfants jusqu'à l'adolescence. Oui, voilà, parce qu'après on peut disserter sur qu'est-ce que la petite fille modèle, finalement. Je vais fermer la. Non, mais j'ai fait exprès. J'ai pris le bâton. J'avais besoin d'un coup de bâton. Je le sais. Non, en fait, c'est tout simplement mettre ces jeunes filles à une place qui n'est pas la leur et créer une confusion aussi dans les relations finalement, parce que s'il n'y a pas le respect du développement psychologique, du développement psychosexuel de l'enfant, finalement, pourquoi y aurait-il une barrière entre la relation entre un enfant et un adulte ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une barrière à sexualiser une mineure ou à avoir des rapports avec une mineure ? Vous voyez, en fait, ça pose ces questions-là, c'est-à-dire finalement, si on ne respecte pas la chronologie de ce développement-là qui est quand même essentiel dans la construction d'un adulte au sens large, femme, homme ou autre, ça pose question. Mais moi, la question que je me pose réellement, là pour le coup en tant que sexologue, c'est cette hypersexualisation. On a dit, générée par ces deux grands systèmes. Ne pose-t-elle pas une autre question qui est, n'y avait-il pas peut-être une hyposexualisation quelque part qui a généré ce mouvement d'hypersexualisation, à force d'avoir tabouifié, rendu complètement hermétique ces questions liées au corps et à la sexualité, est-ce que ça n'a pas engendré ce phénomène ? Alors on parle de l'hypersexualisation et de ses conséquences dans la société d'aujourd'hui avec Nadia El Bouka qui est avec nous, et puis Smaïl Awad, juriste de formation et qui publie Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale. Nadia, pour la sexologue que vous êtes, est-ce que cette hypersexualisation a eu une conséquence notamment sur l'âge de la première relation sexuelle ? Alors oui, parce que moi j'ai regardé les études. Oui et non. Statistiquement, en fait, si vous voulez, si on veut rester vraiment puriste et attaché aux résultats statistiques, non, l'âge parce que pour moi c'est 17 ans, j'ai regardé. L'âge du premier rapport sexuel n'a pas bougé sociétalement parlant. Par contre, là où ça pose question, ça c'est factuel, après on peut faire dire ce qu'on veut à des études et tout dépend le biais qu'on utilise, on est d'accord. Mais sur le terrain, on peut dire aussi qu'effectivement, il y a des changements tout de même. De comportement. Oui. C'est-à-dire que il y a quand même une prégnance de plus en plus marquée chez les jeunes filles quant à leur apparence. On voit bien que les réseaux sociaux ont joué un rôle vraiment fondamental. On ne fait pas partie des générations qui sommes nées avec un téléphone et tout le temps des filtres à se regarder. Enfin, on voit bien que les adolescents ont toujours été attirés et puis préoccupés par leur apparence, parce qu'il y a ce passage, cette transformation en fait physiologique qui est réelle. Seulement, à notre époque, l'image, l'importance que l'on donne à l'image est d'autant plus prégnante à travers les réseaux sociaux. Donc, on voit que cette hypersexualisation participe du changement comportementaux-sexuel des adolescents. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de passage à l'acte sexuel forcément, mais il y aura en tout cas toute une mise, toute une construction, tout un ensemble d'attitudes et de comportements sexualisés qui vont instaurer une espèce d'ambiguïté, une espèce de jeu dont justement
ce préado, cette préado ou cet ado ou cette adolescente ne sont pas outillés pour pouvoir y remédier, y répondre comme le ferait une adulte ou un adulte. Voilà, c'est ça moi que je constate en tout cas en tant que praticienne. Alors qu'on l'a dit en début d'émission, c'est l'ensemble de la société qui est hyper sexualisée. C'est pas que les ados. Aujourd'hui, c'est l'ensemble. Oui, tout à fait. Et ça touche tous les milieux, toutes les générations. Tout à fait. Et là, comme vous me posiez la question sur la sexualité des ados, je vous répondais... C'était pour savoir si ça avait eu une importance sur les comportements et sur le passage à l'acte. Oui. D'ailleurs, j'invite les auditeuristes à regarder, pour ceux qui l'ont déjà vu, vont savoir de quoi je parle, le film Mignonne de Maïmouna Doucouré, qui parle justement de ce phénomène. Je pensais que vous alliez en parler dans votre livre, puisque c'est quand même une production franco-française. Et à chaque fois qu'on parle d'hypersexualisation, c'est l'exemple qu'on prend en plus. Oui, exactement. Où là, on voit bien, et d'ailleurs, elle a un regard très très juste, Maïmouna Doucouré, sur justement cette sexualisation des filles, et notamment le regard et le comportement qu'ont les adultes vis-à-vis de ces filles-là. Où un moniteur, un animateur de colo, finalement, va jouer avec une espèce d'ambiguïté comportementale avec ses adolescentes, sans forcément qu'il y ait de passage à l'acte, mais on va nourrir finalement cette hypersexualisation des adolescentes et ça sera valorisé. Mais les mères de famille ne sont pas parce que c'est souvent elles qui sont à l'origine de l'achat, notamment des vêtements des enfants. Elles ne se rendent pas toujours compte de ce qu'elles font. Elles n'ont pas toujours conscience de l'impact que ça peut avoir. Oui, alors après... Qu'est-ce qui est offert comme proposition vestimentaire sur le marché, j'ai envie de vous dire, parce que finalement, quand vous allez dans des magasins, et vous les citez d'ailleurs, des magasins que toutes les adolescentes fréquentent, les Jennifer et autres, il faut dire d'autres marques là, pas faire de la Pimki, eh bien, on voit bien que la tendance, parce que c'est ce qui se vend le plus, c'est les croc-tops, c'est les jeans moulants, c'est ce type-là vestimentaire vers lequel vont aller les jeunes. Donc du coup, la mère dans tout ça, c'est un peu compliqué. De toute façon, à un moment donné, elle sait que si elle impose un style vestimentaire à son adolescente, elle mettra dans son sac ce qu'elle a envie de mettre et elle se changera avant d'aller à l'école ou ailleurs. Donc à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. On n'est pas coupé de cette société. Donc les personnes, soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils vivent dans un monde je sais pas, imaginaire ou sur notre planète, dans la société en tout cas dans laquelle on vit, à un moment donné, il faut se poser avec les enfants et discuter. Je pense que c'est plus constructif d'avoir un échange avec son enfant en disant mais pourquoi avec sa fille en l'occurrence, pourquoi est-ce que tu veux ce croc-top là sans lui interdire? De toute façon, c'est très bien, l'interdiction va amener à la transgression. Donc, lui dire pourquoi, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Alors évidemment, elle va vous répondre ouais, mais moi, toutes mes copines, elles sont habillées comme ça, je vais avoir l'air d'une plouque si tu m'habilles comme comme Sophie de la comtesse de Ségur. Pour reprendre votre référence. À l'époque, elle était très, très à la mode. Avec le code Claudine, moi, à mon époque, je m'habillais comme ça. Moi, j'ai dit des bonnes blouses à l'école, et voilà, le problème est réglé. Plus de croc-top. Voilà, mais ça... Alors, une fois de plus, on met un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, ok, uniforme à l'école, pas de souci. Et en dehors de l'école, donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être résoudre le problème, on va circonscrire le souci à un lieu, mais en fait, la société, pour l'adolescente, ça ne résume pas à l'école, en fait, c'est toute sa vie aussi extrascolaire et le reste. Alors, vous dites qu'il faut en parler. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nadia dit qu'il faut en parler avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on dit et pour en attendre quel résultat? Déjà, la chose fondamentale, c'est que les parents puissent discuter du sujet en question de manière totalement sincère et réaliste, sans occulter quoi que ce soit. Donc, faut poser le problème, faut pouvoir écouter l'enfant, faut pouvoir écouter l'adolescent, faut voir ses réactions et savoir exactement comment il perçoit la situation dès qu'il est confronté à une situation, on va dire, à connotation sexuellement, difficile ou sur lequel ça va avoir un impact psychologique sur lui. Et après, sur ce qui a pu dire, et ce qui a pu être dit, parce qu'il y avait beaucoup de choses, faut partir du principe que vous ne pouvez pas solutionner un problème en partant du principe qu'il est invisible. Et justement, aujourd'hui, c'est en invisibilisant
les problèmes ou certaines situations qu'on arrive justement à ne plus en parler, ou en tout cas à les dédramatiser. Par exemple ? Ça a un impact assez grave sur la manière dont les gens peuvent subvenir à leurs besoins de manière alimentaire aujourd'hui, avec l'impact de l'inflation alimentaire ou autre chose. Il y a beaucoup de situations occultées parce que derrière il y a des drames, derrière il y a des personnes qui souffrent réellement. Et ça se fait, j'allais dire, dans un silence qui est assourdissant, pourrait-on dire. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on devrait beaucoup plus évoquer à bien des niveaux. Maintenant, sur la question... C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on évoquait, Nadia, la semaine dernière, cette question de silence assourdissant. Moi, je me demande pourquoi il y a tellement de silence autour de la crise qu'on est en train de vivre. Moi, ça me paraît, mais fou. Pour faire une aparté là-dessus, faut partir du principe qu'à partir du moment où vous avez été dans une occultation, j'allais dire, des problèmes, parce que vous avez conditionné, entre guillemets, les personnes à être, j'allais dire, tout simplement à accepter l'inacceptable. C'est difficile de dire les choses autrement, mais c'est terrifiant. Eh bien, vous partez du principe que les gens ont une grande peur à pouvoir se rebeller, ou en tout cas à dire qu'effectivement, il y a quand même un problème qui semble perdurer, et puis surtout qui les atteint de plein fouet. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus vous conditionnez socialement une société, plus vous avez un degré d'acceptation qui ne se manifesterait pas en temps normal. Et ça se voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau, j'allais dire, sur des sujets très basiques, parce que vous pouvez faire l'actualité sur des sujets qui apparaissent comme étant fondamentaux, mais qui ne le sont pas du tout, parce que on met en exergue des sujets, on les monte en épingle, et puis quand vous donnez l'impression qu'on y revient dessus dans les chaînes en continu, toutes les demi-heures, voire plus, en invitant des personnes qui vont gloser sur des sujets qui ne sont pas essentiels, vous donnez l'impression que c'est important. Alors, si on prend les chaînes en continu, pour eux, le problème, c'est pas l'hypersexualisation, c'est la abaya. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on est entre l'hypersexualisation et la abaya. C'est ça. Mais la abaya prend beaucoup plus de place médiatiquement que l'hypersexualisation. Ça, justement, c'est le phénomène, on va dire, de césure. Ça veut dire que vous allez monter en épingle un sujet qui pourrait être traité d'une autre manière, la question d'abaya, ou même effectivement la question de port de signes religieux de manière ostentatoire, avec l'idée qu'effectivement il y a un sujet qui doit être abordé non seulement au niveau des parents, mais pas spécialement avec la violence que ça implique, et puis surtout par rapport à ça, et oui, effectivement, vous allez dériver toujours sur un expédient qui va faire beaucoup de tort aux personnes concernées, et éventuellement vous allez toujours auto-cibler une catégorie de population. Ça, c'est bien connu, c'est le bouc émissaire constant sur lequel on se rabat pour pointer du doigt un problème qui n'est pas abordé de la bonne manière, et puis surtout qui donne l'apparence que ne pas l'aborder de cette manière-là serait dommageable, problématique, voire même ferait énormément de tort. Parce qu'on nomme pas en fait le sujet en question, c'est-à-dire que l'on parle, comme vous dites, on focus sur l'abaya et on focus pas sur l'hypersexualisation, mais quand on focus finalement sur la problématique de la tenue vestimentaire en milieu scolaire, on voit bien que le croc-top pose aussi problème, qu'on vise les filles qui sont en mini-jupe et qu'on demande à des filles d'entrer dans l'établissement avec des tenues dites décentes. Après, il est intéressant de pouvoir définir qu'est-ce que la décence dans la société. Donc, voyez, finalement, c'est, oui, l'arbre qui cache la forêt, mais voyez, on va autant stigmatiser la fille qui va porter une abaya ou un kimono ou je ne sais quoi, que la fille finalement qui va se présenter en mini-jupe. Donc le vrai problème, quel est-il ? Et c'est pour ça que moi je vous parle de système, c'est le corps des femmes. Le problème, il est là en fait. C'est-à-dire que tout le monde va se positionner pour parler du corps des femmes. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde sauf les premières concernées, c'est-à-dire les femmes elles-mêmes. Donc, d'où ma première question. Voilà, comment se fait-ce qu'un homme s'intéresse à cette c'est une question sincère, à cette question de l'hypersexualisation. Donc, voilà, vous le dites très justement.
on contourne les sujets finalement parce que, une fois de plus, ça rentre dans un système, on vend des sujets comme on vend des pots de yaourt et que ça fait rentrer des pépettes dans la caisse. C'est tout. Mais on n'est pas dans une volonté de vouloir solutionner les problèmes. Et d'ailleurs, une des volontés de pouvoir solutionner ce problème de l'hypersexualisation ou de la sexualisation précoce des adolescents, je le dis et je le répète, et on a ce combat-là depuis 9 ans, c'est l'éducation relationnelle, affective et sexuelle des jeunes et des adultes. Voilà. Bien. Hypersexualisation, Smail Awad, c'est le livre, votre premier livre que vous publiez, qui nous a servi à préparer cette émission Décadence inévitable ou prise de conscience globale. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Smail d'avoir été avec nous pour ce premier livre. Merci. On reviendra sur cette thématique parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci Nadia. À mardi. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.